parce que quand on recrute quelqu'un, c'est pour ses compétences. Et que si donc on se pose la question de dans 2 ans, on va faire des enfants, c'est peut-être parce que justement, elle a les bonnes compétences. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. On est aujourd'hui du coup pour le podcast Beyond the Role, on est avec Amélie Davignon qui a été pendant 20 ans et qui est encore aujourd'hui DRH, mais qui a été pendant 20 ans dans l'expérience de ressources humaines, qui a commencé chargée de recrutement, qui a monté les échelons, qui est passée responsable, puis ensuite DRH dans le groupe Lagardère et qui aujourd'hui est DRH People and Social Impact dans l'entreprise qui s'appelle Sport5, qui en fait est une partie de Lagardère qui a été revendue à un fonds d'investissement. Elle fait partie du COMEX France et elle est avec nous pour parler justement de son parcours et pour vous donner ses astuces, ses histoires de vie, ses défis, mais également pour nous parler un petit peu, puisque c'est un département qui est important, je trouve, dans l'entreprise, dans le département ressources humaines, puisqu'il a une vision quand même assez différente que certains autres départements peut-être plus stratégiques, opérationnels comme le commercial pourrait l'être. C'est intéressant de voir que chez Sport5, justement, le département People fait partie du COMEX. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans Non, ta c'était parfait. présentation? C'est nickel. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast dans cette toute première saison. Avant de démarrer et de rentrer dans la discussion qu'on va avoir, j'ai quand même 2 petites définitions que j'aimerais que tu me partages et que j'aime bien demander à toutes les femmes pour qu'on puisse voir un peu que finalement, c'est pas une définition figée. C'est la définition du leadership d'abord et ensuite la définition de l'ambition féminine. Alors, pour moi, le leadership, c'est vraiment la capacité à soutenir son équipe, à pouvoir, l'accompagner, relever les défis, et puis l'exemplarité. Un leader doit être exemplaire. C'est la base et avec tout ça, ouais, je pense qu'on forme un bon leader. Ouais J'adore. et Et du coup, ambition féminine. ouais, du coup, l'ambition féminine, c'est difficile de te répondre comme ça. Je pense que c'est alors féminine, c'est peut-être ce terme qui me gêne un peu. Je pense que l'ambition est propre à chacun. On a tous des envies différentes, des souhaits, différents et puis un parcours de vie aussi différent qui va construire notre ambition au fur et à mesure. Moi, mon ambition, c'était vraiment, de devenir DRH, et d'être, une femme, d'être une mère et je pense que voilà, ma définition à moi de l'ambition, féminine, c'est de pouvoir accomplir tout ça, être à un poste, que je souhaitais et en même temps être une femme et une mère accomplie donc voilà, ça fait pour moi la partie de mon ambition féminine à moi. J'adore. Ça résonne énormément puisque le nom du podcast Beyond the Role, c'est justement ça. C'est que l'ambition n'est pas que derrière un poste, c'est pas derrière un poste de direction, c'est pas derrière le rôle de mère, c'est pas derrière le rôle de femme, c'est vraiment bien au-delà de tout ça. Et donc ça résonne beaucoup. Merci beaucoup. Parfait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que les auditeurs veulent absolument en savoir plus. Dans ton parcours, à quel moment t'as senti que tu grimpais justement les échelons? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, là, ça y est, je suis en train de grimper un échelon, je suis en train d'aller plus haut dans cette ambition d'atteindre la direction? Ouais, ça s'est fait au fur et à mesure en fait et c'est ma première expérience, chez Lagardère Sport. J'ai commencé comme juriste, il n'y avait pas de service RH et du coup, petit à petit, j'ai dû monter le service RH et c'est là où vraiment j'ai senti que déjà j'étais à ma place, que c'était ce que j'avais envie de faire et que je voulais continuer, à faire et développer en fait encore plus tout ça et après ce sont les opportunités professionnelles qui m'ont permis vraiment d'évoluer. Le changement de direction aussi, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des personnes formidables, en termes de hiérarchie qui m'ont poussée, qui m'ont accompagnée et ça m'a permis de faire des choix
Et ce sont ces choix-là, à des moments donnés de ma carrière qui m'ont permis, de sauter le pas, de devenir, responsable RH, DRH adjointe et finalement, DRH. Donc c'était pour moi, c'était un parcours qui était logique, cohérent. J'ai franchi les étapes petit à petit et c'est ce qui m'a permis vraiment de, solidifier, mes compétences, mon assurance aussi, parce que je pense que c'est très important quand on évolue, d'avoir de l'assurance, d'avoir confiance en soi et du coup, ouais, c'est tout ça qui a fait que j'ai pu évoluer et être là où je suis aujourd'hui, je pense. Et quels sont ces choix alors? Et ben les choix, c'est de partir, c'est de changer, changer de société, c'est, de prendre le risque de prendre un poste avec plus de responsabilités. Le vrai changement, c'est quand je suis devenue DRH adjointe. Donc j'ai rejoint la Gardère Active pour prendre en charge tout le pôle numérique, avec des fonctions que je ne connaissais absolument pas, hein, des développeurs, enfin c'était vraiment, start-up et je me suis dit: «Si je le fais pas là, je le ferai pas». Donc je l'ai fait, j'en ai discuté avec mon patron de l'époque, chez la Gardère Sport et il m'a dit: «Mais fonce». Donc j'ai foncé et ça a marché et je me suis épanouie et c'est là que je me suis dit: «Bah ouais, c'est ça, c'est DRH que je veux être». C'est être au-dessus, pouvoir, définir des stratégies, développer des choses, participer à des prises de décision, C'est marrant, j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois et on se disait que le leadership, en fait, c'est compliqué de l'avoir avant de pouvoir toucher un petit peu à ce que, à ce que c'est finalement. Avant d'être leader, c'est compliqué de pouvoir travailler sur ton leadership parce que tu as pas d'espace pour aller le questionner. Et là, j'entends que c'est un peu ça. Quand tu as eu cette opportunité, cette possibilité de choix, c'est à ce moment-là où tu t'es dit: «OK, c'est ça que je veux faire». Avant, en fait, tu étais même pas très sûr. Tu te disais: «Bon, bah, je vais évoluer, je vais» c'est ça? Ouais, en fait, tu es dans ton quotidien, tu fais les choses, tu essaies de le faire bien, de faire en sorte que les gens soient contents de ce que tu fais et puis à un moment donné, tu te dis: «Mais, de quoi j'ai envie moi?» et il y a toujours des choses, je pense, dans ce qu'on fait au quotidien qui vont nous déranger plus que d'autres et ce sont ces choses-là, moi, qui m'ont permis de me dire: «OK, ça, je veux plus et pour ne plus faire ça faut que je passe le niveau au-dessus» et c'est là où quand tu prends conscience de ça, que tu le construis, que du coup tu arrives à franchir le cap parce que tu sais que la décision que tu vas prendre, c'est la bonne en fait. Ça me parle beaucoup parce que tu vois, dans les personnes que j'accompagne, notamment les femmes, surtout salariées, il y a cette idée un petit peu de, si je monte au-dessus, en fait, je vais avoir beaucoup, beaucoup plus de travail. Je vais avoir une quantité énorme de travail à gérer et donc on en revient à beyond the role, j'ai plusieurs rôles et j'ai pas envie que le travail prenne trop de place sur le reste. Et il y a un peu cette idée sur, si je monte et si je deviens directrice, j'aurai beaucoup trop de travail. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends parfaitement ça, ce qui n'est c'est pas faux, heu, mais c'est différent. C'est-à-dire que, la charge de travail, elle va plutôt être dans, des réunions en permanence, des sollicitations qui sont peut-être, plus étendues, dans le temps, mais c'est hyper valorisant et je pense que, toutes les femmes le reconnaîtront, c'est que tout est une question d'organisation. Et je pense qu'on est assez doué pour ça, ce qui fait que du coup, on arrive aussi à compartimenter, et à gérer les choses. Moi, j'ai jamais voulu sacrifier ma vie de famille, c'est important. J'ai décidé d'avoir un enfant et c'était pas pour ne pas m'en occuper donc ça, je m'y suis toujours tenue et c'est pas parce que j'ai évolué que j'ai pas pu le faire. Donc tu t'organises, tu tombes sur les bonnes personnes aussi. Je pense que clairement, ça fait la différence. Des managers, compréhensifs, bienveillants, qui connaissent ces problématiques-là et c'est ça qui te permet, voilà, de trouver ta bonne organisation, d'assumer ta charge de travail parce que oui, il y a une charge de travail qui est plus importante mais différente et c'est ça qui te permet en fait, de t'organiser différemment, je à mon sens. Et justement sur cette, différence, beaucoup parlent d'enjeux de pouvoir, d'enjeux d'influence. Hem, quand on monte, plus on monte les échelons, plus beaucoup de gens, parlent de politique. Dans les gros groupes comme Lagardère, j'imagine que c'est le cas, je sais pas trop ce qu'il en est chez Sport5, mais cette idée de plus tu montes, plus, cette idée d'influence, de prise de pouvoir, les femmes se reconnaissent pas forcément là-dedans. Hem, Comment est-ce que toi, est-ce que déjà tu te reconnaissais peut-être toi directement là-dedans? Si c'était pas le cas, comment est-ce que tu as géré cette partie-là de ces, départements?
Alors c'est sûr que plus tu montes, plus il y a de la politique, plus c'est des choses qu'il faut appréhender de manière différente, mais ça te donne en fait un prisme qui est différent, qui te permet de comprendre comment les décisions sont prises à un niveau supérieur. Parce que quand tu es pas à des niveaux de direction, tu vas plus subir les décisions qui sont prises sans comprendre pourquoi cette décision est prise et comment elle est prise. Et donc tu montes, tu vois comment les décisions sont prises, comment la politique intervient, parce que oui, c'est sûr, il y a de la politique dans toutes les entreprises. Et je pense que moi, ma chance, c'est que je suis dans les ressources humaines et que du coup, la politique, oui, forcément, j'en tiens compte, mais je m'en fiche. C'est-à-dire que je vais m'affirmer, je vais proposer des choses parce que c'est des choses dans lesquelles je crois. Ok, ça va peut-être pas correspondre à la politique, mais ça va me permettre quand même de donner un point de vue qui peut faire changer des choses, qui peut faire changer une stratégie. Et c'est pour ça oui, il faut comprendre cette politique d'entreprise, mais il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif. Ça permet au contraire d'avoir un scope plus large et vraiment d'essayer d'influencer dans cette politique. Et moi, en tant que RH, mon point de vue, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est la femme, c'est comment on vit dans l'entreprise. Et ça apporte un truc différent que les hommes peut-être n'ont pas forcément, ou en tout cas d'une manière différente. Et du coup, ça complète en fait tout ça. Et c'est pour ça que ça donne une bonne politique, je pense. Mmh. Ouais et je suis obligée de dire qu'une politique qui est prise par une équipe mixte, de toute façon, répondra davantage à la société d'aujourd'hui, à toutes les diversités qu'on va pouvoir avoir donc je ne peux Complètement. qu'être alignée avec ce que tu viens de dire. Et un point dans lequel, avec beaucoup d'autres directrices, c'est un point qui revient très souvent, c'est la notion de convaincre. Je Plus tu montes, plus tu as une notion de devoir convaincre. Quand tu es N-2, N-3, c'est pas toi qui dois convaincre. Tu vas essayer de convaincre sur une partie de ton boulot peut-être, mais en tout cas, l'impact de ce que tu vas convaincre, ce sur quoi tu vas convaincre, n'aura pas autant d'impact que quand tu es directrice et quand tu es du coup au Comex ou au CODIR, puisque tu étais au CODIR avant, ça aura pas autant d'impact. Donc cette idée de convaincre quand tu es à ces postes-là de comité, comment est-ce que toi tu le fais? Est-ce que tu as des astuces, des stratégies? Comment tu as monté aussi? Est-ce que tu t'es rendu compte au début que tu n'arrivais pas à convaincre ou je sais pas, tu vois? En fait, je pense que au-delà d'essayer de convaincre, il faut surtout bien argumenter. Je pense que si tu apportes des éléments factuels, si tu expliques les conséquences d'une décision, les impacts derrière, ça te permet en fait de titiller un petit peu ton interlocuteur et du coup, pas forcément de changer complètement son point de vue, mais en tout cas lui permettre de prendre en compte les risques qu'il y a derrière. Et moi, c'est comme ça que je vois mon rôle. Je suis là pour accompagner la prise de décision, pour analyser les impacts. Derrière, la décision, elle sera prise en connaissance de cause. Et c'est ça, je pense, qui est important. Voilà, au-delà de convaincre, je pense que c'est ça qui est primordial. Et ça peut finir par convaincre la personne qui est en face. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est vraiment ouais, ce côté argumenté pour que l'interlocuteur comprenne une position, une stratégie qui est différente de la sienne, et derrière prendre une décision, quelle qu'elle soit, mais qui sera prise en connaissance de cause. Ouais. Là-dedans, je suis obligée de penser à plein de soft skills. L'idée de j'ai un argumentaire, il faut bien que je le dise. Il faut bien que j'ai l'audace et que j'ose dire: «Bah non, là, il y a un truc qui me va pas. Je vais te donner les statistiques parce qu'en fait, ça correspond pas à ce qui se passe sur le terrain» ou j'en sais rien. Mais du coup, il y a un peu cette idée de tu dois prendre la parole. Est-ce que toi, dans ces moments-là, de Comex, tu as eu des difficultés, parfois à prendre la parole? Est-ce que tu as été, on dit qu'une femme est coupée 2,6 fois plus qu'un homme, en réunion. Est-ce que c'est le cas aussi, pour toi, au Comex? Sachant que toi, tu es entourée d'hommes, je sais plus, tu peux nous Oui, redire un petit oui, peu je combien il y a de suis personnes dans ton Comex et dans le combien COMEX, d'hommes on et est femmes? 5 et je suis la seule femme. Et donc, dans les fonctions qui sont représentées, il y a la finance, il y a
le business development, il y a le commercial et puis le directeur général. Et puis moi, pour les ressources humaines. Donc oui, je suis la seule femme, mais non, j'ai pas ressenti ça. C'est ouais, non, c'est on se respecte. Je pense qu'on a cette chance d'être proches tous les cinq, de s'écouter et à chaque fois qu'on doit prendre une décision, on demande l'avis de tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit tous prendre la parole. C'est pas que 2 personnes, 3 personnes, non, on prend tous la parole, on donne notre position, qui est contre ou pour, peu importe, mais en tout cas on donne tous notre position, et je pense que ça, cette prise de parole, cette capacité à intervenir, en fait, ça s'acquiert avec le temps. Enfin, en tout cas pour moi, parce que, quand j'étais plus jeune, j'avais pas autant confiance en moi que je l'ai aujourd'hui. Et je pense que la confiance, l'assurance, ça te permet vraiment de dire, OK, je vais te donner mon point de vue. Tu le prends pas, c'est pas grave, mais en tout cas, je vais quand même te le donner. Moi, Et j'ai fait ce que derrière, j'ai eu tu à en fais ce faire. que tu veux. Tu vois, voilà. Et, et du coup, ça, ouais, moi, je l'ai acquis vraiment avec le temps, le fait d'être vraiment plus sûre de ce que je faisais, des décisions que j'ai prises, des expériences que j'ai vécues, des situations que j'ai vécues aussi, hein. C'est ça qui forge le caractère et qui te permet justement d'anticiper les réactions derrière. Et ouais, c'est ça qui te permet, je pense vraiment d'avancer, de prendre la parole, de t'affirmer et de faire les choses, même si derrière tu sais que ouais, ce sera peut-être pas suivi, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Je peux Oui, pas donc s'en derrière, empêcher. alors, dans tout ce que tu viens de dire, j'entends plein de choses. J'entends déjà qu'il y a toute une notion de relation. Créer une relation avec les autres, ça te permet aussi, du coup, derrière, qu'on te donne la parole, que tu pas besoin de la prendre parce qu'en fait, tu as une relation qui s'est créée, donc on te donne la parole. Il y a un autre point sur heu, l'idée que, en fait, les relations, elles sont partout, parce qu'en fait, là, tu me parles dans le comex, mais en fait, dans chaque réunion, si tu crées des liens avec les personnes, tu auras de plus en plus ces idées-là. Il y a la confiance en soi, le fait de se dire que la validation de ton idée des autres ne remet pas en cause, ta valeur et qui tu es, donc l'estime de toi. Mais il y a aussi l'affirmation de soi. L'idée de: «Je parle quoi qu'il arrive» parce que, j'ai confiance en mes statistiques, j'ai confiance en l'argumentaire que j'ai envie de partager et j'ai confiance du coup en moi parce que c'est moi qui ai créé cet argumentaire et qui vient avec. Mais du coup, j'en ai, je l'affirme en fait. J'assume que c'est mon point de vue, c'est mon idée. Et du coup, tu as dit ça vient avec le temps, et cetera. Est-ce que tu as des petites histoires, des petits moments de ta vie où tu t'es dit là, je me sens plus confiante. Ça va m'aider à être plus confiante. Ou alors tu t'es lancée alors que tu n'avais pas confiance et tu t'es dit après, bah, en fait, j'ai bien fait de me lancer parce que ça m'a aidé et ça m'a donné de la confiance. En fait, moi, je me suis lancée parce que j'ai senti que c'était le moment de le faire. Donc c'est vraiment, je pense que c'est, je sais pas si c'est inné, mais tu sais, cette capacité à sentir les choses et à dire non, là, faut que je me taise, et ou au contraire, non, là, je peux, c'est l'occasion de. Et je pense que c'est ce ressenti qui m'a permis de me dire ok, là, je me lance. Et en fait, quand tu te lances, tu te rends compte en fait que c'est bien perçu. Que derrière les personnes, elles vont bon, après c'est toujours pareil, hein, ça dépend sur qui tu tombes, mais généralement c'est bien perçu, et on va pas te rembarrer comme ça, sans explication. Donc c'est des expériences à vivre. Si tu tentes jamais, bah, tu sais pas, si tu es capable de le faire, tu sais pas si tu l'as bien fait et tu sais pas comment c'est pris derrière. Donc je pense qu'il faut juste se lancer Moi, en il y a fonction quelque du chose contexte. il y a quelque chose qui me vient quand tu parles, et par rapport aux femmes que j'accompagne et puis aux autres avec qui je discute, il y a l'idée d'environnement. Si tu es dans une boîte dans laquelle tu te sens pas bien, ou on te donne pas, la on t'accompagne pas sur certaines choses, l'onboarding s'est pas bien passé, enfin, il y a des choses qui fonctionnent pas. Potentiellement, c'est peut-être pas le bon environnement pour toi, pour pouvoir justement grimper ces fameux échelons et pour pouvoir ressentir ce que tu viens de dire, le OK, ça y est, c'est mon moment, je vais pouvoir parler. Donc il y a une sorte de conscience de ton environnement et de ton contexte que tu dois avoir en amont pour vivre en fait un peu ce que tu as vécu. Moi, j'ai l'impression que tu as eu beaucoup de personnes qui t'ont accompagné, que tu as souvent été dans des environnements très sains, et dans lesquels tu as pu tenter des choses de Ouais. manière saine.
Mais complètement. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, hein, je pense. Après, ça veut pas dire que j'ai pas rencontré des personnes qui étaient un peu tordues. Je pense qu'on en rencontre tous dans notre parcours et ça fait partie du jeu. Et c'est ce qui nous construit aussi. Donc, pour moi, c'est des expériences positives. Mais oui, non, j'ai eu beaucoup de chance. Et après, je pense qu'il faut se faire confiance aussi. Moi, je fonctionne beaucoup au ressenti, au feeling. Ouais, Et j'entends même j'ai un peu besoin. d'intuition, Ouais, le gut et feeling, comme on dit en oui, anglais. complètement. Et j'ai vraiment besoin de ça pour bien travailler avec les personnes, que ce soit au-dessus ou en dessous de moi. J'ai besoin d'avoir de l'affect, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de sentir que la personne prend en compte ce que je ressens et comment je vis les choses. Donc pour moi, ça c'est primordial et dans tous les entretiens que j'ai pu passer pour les différents postes que j'ai occupés, le feeling, cette ce courant, comment la personne est en face de moi, comment elle se comporte, c'était vraiment toujours hyper important. Ça fait partie des choses dont j'ai besoin. On revient en fait à ces idées de relations. Et donc de se dire, je dois créer autour de moi des relations, je sais pas, agréables, saines, je sais pas si c'est les bons mots, mais en tout cas, bienveillantes peut-être, pour ensuite pouvoir moi avoir ma part de choses à dire, mon argumentaire à partager, convaincre sur un point qui est important pour moi, parce que je le porte et que je sais que ça aura un impact positif sur les employés ou sur autre chose si on n'est pas sur le pôle RH. Mais du coup, dans cette évolution-là de relation, quoi. Il y a, je suis obligée d'en parler, ça découle sur le réseau. Pareil, beaucoup de femmes se disent, je vais devoir passer un temps fou dans les soirées de réseautage pour justement aller prêcher la bonne information sur mon entreprise, etc. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette partie-là? Est-ce que potentiellement, il y a des astuces à faire? Est-ce qu'il y a des endroits aussi ou des départements où j'en sais rien, où il y a peut-être moins cet impact-là? Et pareil, on va devoir en reparler aussi, c'est sur des horaires qui sont souvent pas les horaires de bureau, donc ça peut aussi avoir un impact sur la vie de famille et la vie personnelle. Donc comment est-ce que tu gères ça? Alors, déjà sur la partie réseau, alors je partage ce que tu as dit, moi je déteste ça. J'y arrive pas, je sais pas faire. J'ai essayé d'apprendre, j'ai été coachée quand j'ai eu j'ai été licenciée économique et du coup j'ai eu la chance de bénéficier d'un accompagnement pour m'aider à retrouver du travail. Et on m'a dit mais le réseau c'est hyper important, il faut que tu fasses des messages, il faut que tu participes aux événements et tout. Je fais ah oui oui bien sûr, mais non j'ai pas réussi, j'ai pas réussi et du coup moi ce que j'ai pu faire c'est garder le lien avec les personnes avec qui je me suis toujours bien sentie, mes précédents patrons à qui j'ai pu envoyer de temps en temps un petit message, ne serait-ce que pour la bonne année, pour souhaiter l'anniversaire, voilà, peut-être une fois par an, voilà, c'était suffisant et ça m'a permis le jour où j'ai eu besoin de recontacter un ancien patron pour lui demander des conseils parce que j'avais un entretien dans le secteur du sport et du coup je lui ai demandé des conseils, savoir s'il connaissait la boîte et tout. Et il m'a répondu tout de suite. Enfin voilà donc moi j'ai pas eu besoin pour le coup de réseauter à max. J'ai eu cette chance là et après pour répondre à ta question sur les horaires, c'est pas simple. Moi je suis quelqu'un qui commence tôt le matin parce que ça me permet justement le soir de rentrer plus tôt pour m'occuper de mon fils. Mais par contre, derrière, je retravaille parce que il peut y avoir des besoins particuliers. Et après, je suis sollicitée les week-ends, je peux être sollicitée pendant les vacances. Ça fait partie du jeu. Je l'accepte. Par contre, j'ai fixé des règles. Moi, j'ai expliqué que, par exemple, pendant mes congés, je n'allais pas regarder mes mails tous les jours, que s'il y a une urgence, il faut m'appeler. Donc, si on ne m'appelle pas, je considère qu'il n'y a pas besoin de moi. Et ça fonctionne. On m'envoie un texto, on me dit voilà, j'ai un souci là-dessus, est-ce que tu peux m'appeler quand tu es dispo? Ben, du coup, j'appelle. Mais du coup, ça me permet, moi, de choisir le moment où je peux et où je veux rappeler la personne et du coup me mettre en condition de travail alors que je suis sur un temps normalement plutôt réservé à la famille. Donc voilà. Il y a une vraie, en fait, on revient au point que tu avais dit tout à l'heure sur l'organisation.
c'est important. Quand tu parles de règles, c'est pareil, en fait, c'est des règles d'organisation. Sur quoi quand est-ce que c'est, le temps que je souhaite allouer à ma famille? Quand est-ce que je peux prendre du temps sur lequel ça devrait être un peu perso? Quand tu dis: «Je retravaille après», on s'imagine que ça devrait être perso. J'accepte de reprendre ce temps-là à ce moment-là parce que justement, mon fils dort ou j'en sais rien, mais c'est un choix, en fait, sur ton organisation qui te permet d'apprécier les moments en famille, que ça soit en vacances ou en fin de journée. Et je peux vraiment compartimenter. Alors après, j'ai la chance d'avoir un mari qui est aussi très présent et qui s'occupe, de notre fils et voilà, c'est pas moi qui vais faire, tous les rendez-vous médicaux ou, aller chercher mon fils à l'école parce qu'il a eu un accident. Je J'ai pas besoin de faire ça à chaque fois. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment très partagé et après au niveau du travail, je pense qu'il faut le dire, voilà, moi j'ai dit: «Voilà mon organisation, je peux rester tard au bureau, tel jour et tel jour. Par contre, le lundi et le jeudi, c'est le soir où moi je m'occupe de mon fils, donc je suis partie à 17h30. Voilà, mon patron le sait, mon équipe le sait, mes collègues le savent, c'est comme ça et pour autant, après je leur dis à partir de 19h-20h, je suis à nouveau disponible s'il y a besoin. Mais vous me laissez ce temps, les lundis et les jeudis. Donc et des fois il y a des exceptions, hein, bien sûr, on va pas se mentir, on a tous, des urgences à gérer pour le travail, mais ça vraiment ça fonctionne. Et Donc dans les 2 ouais, sens, il y a des exceptions ouais, pour, le perso comme pour le pro, quoi. Ouais. exactement, tout Mais il y a à une fait. notion de transparence. Oui, Être transparente ouais, avec, communiquer. au-dessus ou au-dessous, cette notion de je te communique, mon mode de travail, je comprends le tien. Il y a une notion d'ouverture aussi qui est importante en fait aussi en et dans l'équipe, mais avec le leader aussi, Ouais, de c'est partager la en fait base. ces choses-là. Ouais. Si tu n'expliques pas, si tu ne dis pas, les gens savent pas. Et à partir du moment où les gens ne savent pas, ils vont s'imaginer des choses, que tu glandes, que, tu travailles jamais, que tu priorises ta vie perso, alors que non, il suffit d'expliquer les choses et on a tous une organisation qui est différente et le tout, c'est de trouver celle qui fonctionne et pour sa vie personnelle et pour sa vie professionnelle, en fait et vraiment, c'est jouable. C'est jouable. Il faut pas se mettre de frein par rapport à ça. Il faut faire les choses, il faut s'organiser, il faut l'expliquer et derrière, ça marche. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la société, au niveau de peut-être des personnes qui dirigent et là, il faut se poser les bonnes questions. Mais si on fait les choses bien, de manière intelligente, et cohérente, hein, par rapport à ton poste, je pense que c'est important aussi en tant que RH, j'ai pas les mêmes contraintes qu'un commercial. Commercial, il se déplace beaucoup, il a des rendez-vous en permanence, voilà, ce que je n'ai pas moi forcément ou que je peux organiser différemment. Donc voilà, il faut juste le faire en bonne intelligence avec ses contraintes professionnelles et derrière, vraiment, si on le fait bien. Ouais, et dans la notion d'organisation, il y a un peu au début, j'imagine une partie test un peu. Au début, c'est un peu, adaptable. Tu On vas à sait pas tâtons. trop, on teste des choses et puis on se dit: «Ça fonctionne», puis pas trop. Il y a toute une partie un peu adaptable et puis après, on crée les non négociables. Après, on crée des choses qui vont, justement être des plages de temps où ça va être un peu plus flexible. On crée des règles et de plus en plus, tu as des règles et peut-être que ta règle des vacances, appelez-moi, avant, tu passais tes soirées sur les emails et tu t'es dit: «Non mais C'est là, vrai. ça marche pas en fait, Mais c'est pas la bonne vraiment, organisation». vraiment. Mais oui, mais c'est comme tu dis, c'est au fil du temps, en fait, que tu vois qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Tu dis: «Mais non, mais en fait, je peux pas continuer comme ça. C'est pas possible, c'est pas gérable» et du coup, tu vas chercher, le petit truc qui va faire la différence et qui va te permettre de te dire: «OK, on va essayer ça» et puis finalement, tu te rends compte que ça marche. Tu finis toujours par trouver, mais oui, il faut accepter, de changer, de tester, d'interroger aussi en demandant aux autres personnes, comment toi tu fais, comment est-ce que ça fonctionne chez toi? C'est ça qui va te permettre de voir ce que toi tu peux, prendre, et qui s'adapte, à ton mode de vie, quoi. J'ai quand même envie qu'on parle parce que tu es dans un univers qui est très masculin, et je crois depuis quasiment le début de ta carrière, hein, si je me trompe pas, de très longtemps, ouais. J'ai quand même envie qu'on parle des stéréotypes, de, la notion de genre. Quand on parlait là tout à l'heure, on mettait quand même encore en avant que, tu pas de problématique de on te coupe la parole dans le codir alors même que tu es la seule femme. Alors que voilà, j'ai d'autres femmes dans le podcast qui me partagent, une toute autre histoire. Donc potentiellement, il y a certaines choses que tu vis pas de la même manière que d'autres femmes, grâce peut-être, encore une fois, on en reparle, hein, l'environnement, il est très important et là où tu vas être, va aussi te permettre de t'autoriser à faire plus de choses, d'avoir peut-être plus d'audace et cetera. On revient à l'expérience.
as 20 ans d'expérience, donc tu as toute ton expérience aussi qui te permet, on l'a dit tout à l'heure, de travailler sur cette confiance en soi, etc. Mais avant qu'on lance le podcast, on a aussi parlé de ton évolution et de ces moments où tu as pu vivre un peu du machisme, du sexisme et ce genre de choses que malheureusement la société a créé. Hein, c'est présent par la société, on n'a rien à blâmer homme ou femme, c'est vraiment la société qui a créé ces mécanismes-là, on va dire, et tu en as vécu dans ta carrière. Moi, j'aimerais connaître un petit peu tes expériences là-dessus, comment toi tu l'as vécu, et aussi bien évidemment tes conseils. Parce que tu es Ouais. pas la seule. Alors déjà, je suis arrivée dans le sport, en 2008 par hasard, hein, c'est pas forcément un choix, et donc là, je me suis retrouvée confrontée à un univers, très masculin, sportif. Donc c'est aussi des comportements, des approches, différentes, beaucoup de machisme, au début de ma carrière. Avec c'est des trucs, je pense classiques qu'on a toutes vécu, c'est des regards, c'est des petites réflexions sur ta tenue vestimentaire, et ça je pense que enfin moi j'étais jeune encore, et du coup je réagissais pas forcément, tu vois? Je laissais dire, je souriais ou je faisais une petite blague, derrière pour montrer que ça m'atteignait pas, et ça le fait. Et en fait, c'est après, au fil du temps, donc j'évolue dans les sociétés. Je me retrouve confrontée à des directeurs et là, c'est la même chose, en fait. Donc, une fois, il y en a un qui m'a dit, qu'il aimerait bien me faire des enfants pour payer moins d'impôts et du coup, Ok. tu te prends cette remarque-là et tu te Et dis, t'avais quel âge? je devais avoir, 30 ans, donc Oui, c'était donc l'âge en encore, plus parfait hein, pour les enfants, évidemment. bah, ouais et tu te dis: «Mais attends, pourquoi il me dit ça? Est-ce qu'il attend une réponse particulière de ma part? Est-ce qu'il faut que je rigole? Est-ce qu'il faut que je refasse une blague?» Et tu sais pas, enfin, moi, je savais pas, comment réagir donc je fais un petit sourire, «Ha ha ha» et puis je passe à autre chose, tu vois? Et sur le moment, OK, tu prends le truc, ouais, bon, tu essaies de passer à autre chose et c'est plus tard, en fait, avec le recul, avec l'expérience et tu te dis: «Mais ouais, en fait, c'était du sexisme ça». Et Et c'était sur le déplacé. moment, Et ben ouais, c'était que aux c'était, femmes, en fait, ben ouais, que adressé à il a une il femme. Tu aurait pourrais pas mais adresser la oui, même chose. mais exactement, il aurait pas dit ça à un homme. D'ailleurs, il aurait pas pu, mais du coup, là, je réalise et là, je me dis: «Ouais, en fait, et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui du sexisme dans l'entreprise. On n'en parlait pas il y a encore 10, 15 ans, pas à ce point-là. Il y avait le harcèlement, ça commençait un petit peu à sortir, mais il y avait vraiment rien d'aussi, formel et important qu'on a comme aujourd'hui. Heu, Et justement, c'est ce que tu dis, il y avait le harcèlement, qui est quand même quelque chose de très fort. Et donc, cette petite phrase, on ne veut pas la mettre sous le mot harcèlement parce que c'est quand même très fort. Il y a un peu cette idée de je ne peux pas me mettre au même niveau que quelqu'un qui a été harcelé par son manager. Donc, comme il n'y avait pas le mot associé à la hauteur de cette. Euh, c'est un peu de méchanceté quand même parce que ça dégrade quand même. Bah, en fait, on n'en parlait pas parce qu'en fait, même si on parlait de harcèlement, etc., c'était pas, on pouvait pas le mettre en face de ces moments-là qu'on vit en tant que femme avec le sexisme, le machisme, ces petites blagues, ces phrases sur nos tenues, sur la beauté ou la non-beauté. Parce que pareil, il y a toutes ces informations-là. Bah, on n'avait pas de cases où les mettre, donc on non, savait mais pas pas comment de les repère. remonter. Mais oui Pas de et repères. heu et je l'ai remonté à personne, clairement. Bah, je l'ai gardé pour moi. En plus, j'étais la RH, tu veux que je le dise à qui? Enfin, tu vois? C'est là aussi où c'est compliqué, Bah hein, ouais, quand tu es dans les ressources humaines. eh ouais. Tu reçois beaucoup d'informations. Je reçois les personnes qui viennent me raconter aussi, des expériences, du vécu. Souvent, on me dit, «Je veux pas que tu en parles». OK, tu veux pas que j'en parle? OK, très bien. Pour cette fois, je dirai rien. Mais par contre, je veux que tu me promettes de revenir me voir si jamais ça se reproduit et qu'on voit comment on agit. Et derrière, c'est toujours garder cette information en tête pour pouvoir mettre en place des actions pour justement éviter ce genre de choses. Donc j'ai pu faire, tu vois, des actions de sensibilisation au sexisme pour faire comprendre, aux garçons, dans l'entreprise que, faire des blagues, ouais, c'est rigolo, mais si la personne en face, elle ne rigole pas,
c'est que peut-être, la blague, il faut pas la faire. Et J'allais te parler de l'humour justement. L'humour, parfois, on l'a un peu comme un bouclier, comme tu as dit, hein. On me dit, je vais te faire des enfants pour que je paye moins d'impôts. Bon, ben, du coup, je prends mon bouclier de l'humour et je l'utilise pour rigoler, hop, passer à autre chose et donner mon information que j'ai envie de lui donner, qui a rien à voir avec ça potentiellement. Mais parfois, à l'inverse, c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour partager ces informations-là. Attention, je tiens à le préciser là dans le podcast que on n'est pas en train de blâmer les hommes. Malheureusement, très souvent, ces blagues-là, elles sont dites sans aucune méchanceté derrière. Par contre, elles sont déplacées, bien sûr, mais malheureusement, les hommes n'ont pas la conscience du fait que c'est déplacé. Et donc, ces moments de sensibilisation sont là pour ça, pour apporter de la conscience sur bah non, tu peux pas dire à une femme, je vais te faire des enfants parce que je paye moins d'impôts. C'est du sexisme ou du machisme, mais en tout cas, c'est pas, ça ne se dit pas. Et parfois, ils s'en rendent même pas compte. mais oui, mais c'est exactement ça. Et moi, ce que je dis, aux hommes dans mon entreprise, c'est: «On vous interdit pas de faire des blagues. Je vous interdis pas de faire des blagues. Vous pouvez faire des blagues, mais vous pouvez les faire seulement avec les personnes qui ont le même humour que vous, en fait. Si la personne qui est en face de toi, elle rigole pas ou elle accepte pas cet humour, et ben, s'il te plaît, ne recommence pas. C'est simple à comprendre, à mon sens, de se dire: «On ne peut pas rire de tout avec n'importe qui». C'est vrai, c'est la réalité. Et moi, je suis la première à faire des blagues aussi, mais je les fais avec les personnes, avec qui on va rigoler parce que c'est notre humour. Et je vais pas les faire avec, d'autres collègues parce que ça passerait pas. Donc c'est vraiment être vigilant à qui tu fais des blagues et comment tu le fais. Et regarder les réactions de l'autre. Exactement, et moi, ça résonne beaucoup avec arrêter de faire croire que c'est drôle quand on ne trouve pas ça drôle. Parce que justement, tu donnes une mauvaise information et donc tu communiques le contraire de ce que toi, tu as envie de recevoir. Et donc, il y a aussi ça. S'affirmer, c'est aussi dire bah, non, c'est pas drôle. Voilà, je vois que tu rigoles, mais par contre, pour moi, je trouve pas ça drôle. Et je te donne l'information comme quoi c'est pas drôle. Et donc, je te permets d'évoluer, je te permets de comprendre que cette blague-là avec moi, elle fonctionnera pas. Et j'empêche que ça continue et que potentiellement tu le refasses parce que tu penses que c'est drôle, parce que toutes les femmes que tu as vues avant passer, elles ont rigolé avec ce bouclier-là. Parce qu'elles ont utilisé Exactement. le bouclier de l'humour. Ouais, ouais, c'est tellement vrai. C'est exactement ça, vraiment. Et comme tu dis, c'est hyper important de le dire que non, ça me fait pas rire. C'est peut-être drôle avec, un tel ou un tel, mais moi j'adhère pas. Il faut le dire. Il faut le dire. Sinon, une fois de plus, la personne en face, elle ne le sait pas. Elle va croire que ça te fait rire et du coup, elle va continuer à faire les mêmes blagues, donc non. Et pour refaire le lien avec le COMEX, est-ce que ces moments-là, COMEX actuel ou le CODIR avant quand tu étais DRH adjointe, mais est-ce que tu as eu des situations dans lesquelles tu t'es sentie un petit peu, une phrase un peu sexiste ou peut-être un peu de machisme? Encore une fois, parfois c'est pas volontaire, c'est pas dit de manière, volontaire et méchante. Est-ce que tu l'as déjà vécu? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu as Oui, oui. Je l'ai vécu, alors j'aurais pas d'exemple précis. Je réfléchis en même temps que je te parle. Non, ça va pas me revenir, mais oui, il y a forcément eu des petites remarques. Si, bien sûr, sur, alors c'est le truc classique, hein, c'est: «Ah bah si on recrute, une telle, dans 2 ans, elle va nous faire des enfants». Ça, tu vois, c'est la phrase classique qu'on peut retrouver, dans les discussions, que j'ai pu avoir par le passé. Et heu, là, faut répondre. En fait, en tant que femme, mais je pense que même un homme doit pouvoir répondre face à une remarque, comme celle-ci, parce que quand on recrute quelqu'un, c'est pour ses compétences. Et que si donc on se pose la question de: «Dans 2 ans, on va faire des enfants», c'est peut-être parce que justement elle a les bonnes compétences. Et donc il faut pas se mettre de frein. Il faut pas oublier qu'un congé maternité, c'est, 3 mois d'absence. C'est pas la fin du monde. Donc il faut réussir à dédramatiser, cette situation. On dit toujours: «Ah mais les femmes, elles sont tout le temps absentes parce qu'elles gèrent les enfants, parce qu'elles tombent enceintes et derrière c'est compliqué machin». OK, and so what? En fait, rien ne t'empêche derrière de tenir ton poste. Et je pense que toutes les femmes que tu interroges, qui sont dans des CODIR, dans des COMEX, sont la preuve que justement on peut y arriver. Donc oui, toutes ces phrases, toutes ces remarques, il faut casser. Il faut casser cet argumentaire, masculin, machiste, qui peut venir des femmes aussi, bien il sûr. faut se le dire.
Ça concerne vraiment tout le monde. C'est la Il faut société casser en ça. général, Mais donc oui, bien c'est sûr. pas des phrases qui sont propres aux hommes en particulier, Mmh, c'est des phrases qui sont propres à la société actuelle c'est qui est exactement biaisée, ça. de Ouais, stéréotypes, donc bien ouais. sûr. Donc Et il faut justement, vraiment casser. tu donnerais quoi comme conseil? Une femme qui est dans un codir, qui reçoit cette information-là, tu dis: «Il faut le dire». Tu donnerais quoi comme conseil pour qu'elle puisse l'amener sans paraître trop dure, sans paraître hystérique, sans paraître, féministe non plus? Parce que parfois maintenant c'est aussi un gros mot de dire qu'on est féministe parfois. Oui, oui. Donc quels seraient les conseils que tu donnerais pour aborder ce sujet-là quand une phrase sort qui est pas, qui est biaisée en fait, qui est totalement biaisée par le genre? Ouais. Alors après, hein, toujours attention au contexte, à la personne qui le dit aussi, à la façon, dont c'est dit, parce que des fois, ça peut être juste dit de manière comme ça: «Ah oui, mais bon, ah ben, faut s'attendre à ce que dans 2 ans, elle soit absente pour congé maternité». OK. Oui, très bien, pas de souci, mais on va gérer son absence. Il y a des solutions qui existent maintenant, on peut anticiper, on organise avec de l'intérim, avec un CDD de remplacement, tout se fait. Le tout, c'est de l'anticiper. Moi, dans mon équipe, qui est pour le coup 100 féminine, j'ai eu 2 congés maternité, à gérer pour une personne. On l'a géré sans aucun problème et les personnes qui sont autour, ont vu que la personne a été remplacée, que ça s'est bien passé et donc je pense qu'il faut démontrer par l'exemple, expliquer, trouver des solutions qui sont propres, à la structure, propres au poste aussi qui est visé, qu'on peut trouver des solutions et ça peut être, plein de choses. Ça peut être, comme j'ai dit, un intérim, un CDD, demander à une personne de l'équipe de, remplacer la personne pendant un certain temps. Il y a plein de solutions qui existent, donc Bien sûr, ou amenons plusieurs la solution. personnes qui reprennent Exactement, le travail on repartage le supplémentaire, bien sûr. portefeuille. Mais oui, mais oui. Il faut avoir en tête, le congé maternité fait partie de la vie de l'entreprise, de la vie personnelle. C'est là, c'est Et tout. de la joie, je Mais sais oui, plus qui avait dit c'est ça, que du mais bonheur. c'est du bonheur Mais oui, exactement mais et oui. on enlève un petit peu cette partie-là quand on l'appréhende. Et il faut déculpabiliser les femmes, qui souvent appréhendent l'annonce, du congé, maternité, de la grossesse. Il faut vraiment les déculpabiliser. C'est normal de vouloir fonder une famille, c'est normal de mettre des enfants au monde. Il y a que nous les femmes qui pouvons le faire. Donc derrière, il faut vraiment enfin, c'est quelque chose de tellement magnifique que, il faut garder ça et il faut transmettre que, ça se gère. Vraiment ça se J'aime, j'aime bien dire que quand tu veux partager une information, tu partages l'information certes, mais tu partages aussi l'émotion avec laquelle tu la partages. Donc si tu arrives et que tu es toute peureuse, que tu es toute honteuse, coupable de partir en congé maternité, ce qui, on vient de le dire, n'a rien à voir avec ta vraie émotion, puisque si tu es enceinte, normalement, 95 du temps, tu es heureuse et tu l'as choisi et tu es contente parce que ça fait 3 mois que ton bébé est en train de se créer dans ton ventre, donc tu es heureuse. Donc tu viens avec une émotion qui n'a rien à voir avec ta vraie émotion. En face, il va voir cette émotion de honte, de culpabilité et donc cette difficulté-là. Donc évidemment, sa réponse sera en lien avec cette émotion de honte, de culpabilité, etc. Alors que si tu viens avec la vraie joie et le bonheur que ça t'apporte, l'étape de vie que ça te crée et que ça te fait évoluer aussi, parce que du coup, encore une fois, beyond the role, c'est que potentiellement tu vas devenir maman ou alors tu vas devenir deuxième fois maman et donc tu vas avoir un rôle supplémentaire, un nouveau rôle, une nouvelle identité qui va se créer autour de toi parce que tu crées quelque chose de nouveau. Si tu y vas avec cette énergie-là et cette émotion-là, la réponse en face sera complètement différente, quoi qu'il arrive. Même avec le pire manager toxique, il te dira des choses peut-être toxiques, mais sa réponse sera complètement différente parce que ce que tu lui apportes est différent. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est Donc ouais, c'est communicatif, important. les émotions. Mmh. Exactement, c'est contagieux. Ouais, vraiment. On va pouvoir passer aux dernières questions, celles que j'adore donner. Déjà, la première, c'est... Quoique non, avant, j'aimerais bien te demander, parce qu'on a parlé de plein de moments hyper intéressants, surtout dans ces moments de comex, etc. J'aimerais que tu me dises un moment dans lequel tu as ressenti énormément de fierté dans ta carrière. C'est pas facile. Ouais. Grande fierté, bah, je C'est pense c'est d'être, important parce que je pense que
cette sensation de fierté, en tant que femme, on n'ose pas vraiment en parler, on n'ose pas vraiment le mettre. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai envie des fois de vous titiller sur ces points-là, parce qu'on c'est rare qu'on se pose cette question. C'est super rare, donc je trouve ça cool des fois d'aller chercher ce pourquoi je suis fière. Ouais, alors je pense que c'est, mon poste au sein du COMEX. Et c'est une fierté, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, pour mon choix d'intégrer cette société, parce que ça me montre que, j'avais raison, que, ce Sportify fait confiance aux ressources humaines et a placé vraiment les ressources humaines au cœur de la stratégie, de son ambition. Et donc ça, c'est hyper important. Et après, une fierté personnelle aussi, je pense qu'il faut que je le reconnaisse. C'est, enfin, j'y suis arrivée. Je suis au COMEX, je fais partie des 5 dirigeants, de la société, Sport5. Donc ouais, je pense que j'ai atteint mon sommet à moi. J'ai franchi le plafond de verre dont tout le monde parle. Donc ouais, je pense que ce serait ça ma plus grande fierté. Ouais, Très ouais. fière. Oh, moi, je suis trop fière de toi à travers à travers Merci. l'appel. Ok, on termine avec les dernières questions. Quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Ah, de pas montrer mes émotions. Je pense que, c'est vraiment, enfin, à chaque fois, je parle pour moi, hein, parce que tous les conseils, tout ce que je dis s'applique pas forcément à tout le monde. Mais je suis quelqu'un de très, très émotif, de très sensible, et cacher mes émotions, c'est trahir qui je suis. Et moi, j'ai besoin de montrer mes émotions, que ce soit par, de la colère, par, un désaccord, par de la joie. J'ai besoin. Je suis très expressive au niveau de mon visage, on me l'a déjà dit. Quand on était en période Covid et qu'on portait, tous le masque sur la bouche, on me disait souvent: «Mais Amélie, à travers tes yeux, on lit toute ton émotion, on lit, quand tu es en colère, on voit tout». Et je peux pas cacher mes émotions, en fait. Et quand on m'a dit: «Mais il faut pas montrer ses émotions dans l'entreprise, il faut être quelqu'un de fort, de dur et tout». Bah non, c'est pas vrai, il y a pas besoin. Donc surtout écoutez-vous, et vraiment laissez parler vos émotions. C'est important que la personne en face de soi comprenne ce qu'on ressent pour justement après, c'est toujours pareil, hein, s'adapter. Voilà, c'est hyper important. Donc ouais, surtout, ne pas suivre Ne ce faites conseil pas de ça. pas ouais, Quel est du coup, vraiment. à l'inverse, le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné pendant ta carrière? Parce que quand même, tu as eu 20 ans d'expérience, donc là, je Ouais, pense que le tri va être assez ouais, intense. ouais. Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était ma précédente, responsable. Je discutais avec elle de ma recherche, d'emploi, parce que j'étais licenciée, économique. Et je lui expliquais les différents postes que je voyais, et donc je cherchais un poste de DRH. Et à chaque fois dans les postes de DRH, je voyais, gestion de la paye. Je dis: «Oh mon Dieu, mais moi la paye, je maîtrise pas et tout». Et donc je lui explique pourquoi j'arrive pas à me décider sur, où postuler. Elle me dit: «Mais Amélie, tu vas occuper un poste de direction, tu cherches un poste de direction. Tu as pas besoin de maîtriser tous les sujets de ton périmètre. Il te suffit juste d'être bien entouré. C'est pas toi qui vas faire la paye, c'est la personne en charge de la paye». Et elle avait tellement raison, parce qu'aujourd'hui, j'ai la paye dans mon périmètre, j'ai une personne qui gère la paye et je suis capable de la challenger, je suis capable de comprendre les problématiques. Par contre, je ne suis pas capable d'aller faire le bulletin de paye, mais c'est pas ce qu'on me demande. Donc il faut aussi se déculpabiliser, et de cette envie de vouloir tout maîtriser à 100% en permanence. Ben non, en fait, lâchons prise, acceptons, de ne pas tout connaître, tout maîtriser, et juste être bien entouré, et comprendre. Par contre, c'est hyper important de comprendre les métiers, de son entourage, pour justement accompagner, challenger, faire avancer. Mais voilà, c'est suffisant en fait. Donc ouais, Ouais. ça, Tu ça pas ça besoin m'a aidé. d'appliquer les choses, en fait. Tu as besoin de les comprendre, Exactement. Mmh, d'apprécier apprendre ce qu'on te ouais, dit et ouais, voilà, d'être curieux, en fait, dans ces métiers-là, mais pas d'appliquer et de faire le vrai travail opérationnel de fond. exactement. Ouais, en tant que directrice, c'est pas ce qu'on attend de moi. On n'attend pas, ce que j'aille faire le bulletin de paye de chaque salarié. C'est pas mon rôle. Donc voilà, il faut vraiment Ça, se c'est détacher hyper de ça. puissant. C'est Ouais, hyper puissant parce que je pense que, en tant que DRH, tu le sais, une femme est beaucoup plus bridée par une fiche de poste qu'un homme. Donc bien sûr.
bien C'est sûr. aussi très beau de Donc le il dire faut, là et de ouais, le remettre en avant. oui, Que ce qu'il y a sur vraiment. la fiche de poste, tu pas censé tout maîtriser à 200. Ouais et vraiment ça m'a débloqué plein de choses ce conseil. Ça s'appliquait là sur ma recherche, d'emploi, mais ça s'applique en fait dans son quotidien. C'est que j'ai pas besoin de maîtriser tous les sujets pour les comprendre et vraiment ça m'a fait un tilt au niveau du Ouais, cerveau et j'ai pu une passer un prise cap de grâce à conscience. ça. Ouais, vraiment, Ouais, tu passé un cap. vraiment. Mmh. Autre question, quel est le plus grand espoir, que tu as pour la prochaine génération de femmes leaders? Alors déjà, j'ai un espoir pour la fonction RH. J'aimerais vraiment que, les entreprises, que les dirigeants prennent conscience que, la fonction RH est vraiment centrale dans une entreprise. Qu'on n'est pas juste une fonction administrative, qu'on ne fait pas que de la paye, qu'on ne fait pas que du recrutement, qu'on Ouais. on a vraiment une dimension qui est, multifacette et c'est une force pour l'entreprise et j'aimerais vraiment que pour les générations futures, il y ait beaucoup plus de RH, dans les CODIR, juste en tant que directeur, en tant que membre du COMEX. C'est une valeur forte pour l'image de l'entreprise. Donc, ouais, je pense que ça, c'est hyper important et sur un aspect peut-être plus général autre que RH, je pense qu'il faut que les femmes continuent, de s'affirmer. Il faut continuer à être, fortes parce que, on en a besoin, pour faire face, à toutes les évolutions, à tout ce que nous apporte la vie aussi. On sait que la vie n'est pas simple. Ce sont des challenges, en permanence, mais c'est ce qui permet aussi d'avancer et faut s'accrocher à ça et il faut continuer. Il faut pas baisser les bras, il faut aller de l'avant, il faut aller au bout de ses envies. Il faut pas aller au-delà de ses envies non plus. Je pense qu'il faut savoir s'écouter, mais il faut que ouais et vraiment, c'est ce qui permettra à chacun et à chacune, d'avancer, de se sentir bien, dans ses choix et je pense que ça, c'est important et ouais, je pense que c'est ça, vraiment. Mmh. Très, très beau. Je termine par une question qui titille un peu. Qu'est-ce que tu penses qui aurait été différent si j'avais reçu un homme à ta place? Qu'est-ce qui aurait été différent? Peut-être ta posture déjà. Assez souvent les hommes, ils sont un peu affalés, Ils ils prennent ont toute pas la cette place. ouais, tu vois? Ils sont vraiment très à l'aise et tout, alors que nous, on sent qu'il y a un respect quand on échange. Heu, Après, je pense que enfin, toutes les réponses auraient été différentes aussi. Je pense que l'approche est différente, les hommes et les femmes sont différents. C'est voilà, c'est un fait. C'est comme ça, et on fait avec et c'est pour ça qu'on s'aime les uns les autres. On est tous complémentaires. Donc ouais, je pense que peut-être tes questions forcément auraient été différentes aussi. Ouais, tout aurait été différent en fait. L'approche masculine n'est pas la même. Donc ouais, il y a pas juste un point, Alors mais je pense que c'est il y a un il y a un débat dessus sur, est-ce que, l'approche masculine et féminine est vraiment autant différente qu'on le voit? Ou est-ce que ça fait tellement longtemps qu'on fait des choses différentes que du coup, ça a augmenté encore, plus nos différences, qu'on pense qu'ils sont génétiques ou biologiques? Bon, il y a un débat. On ouvre du coup la fin de ce podcast sur ce débat. pourquoi pas? On ne sait Il y a pas, plein de on choses à à dire. creuser, il y a plein de ah oui, oui. De toute façon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Moi, j'étais vraiment très, très honorée de t'avoir en tant qu'invitée pour cette première saison du podcast Beyond the Role. Hem, je trouve tous tes conseils hyper intéressants. J'ai été très intéressée aussi parce que je pense que c'est, intéressant d'avoir une perspective d'une femme qui est entourée d'hommes, parce qu'en fait, c'est le cas dans le COMEX, mais c'est également le cas dans ton entreprise en général, donc avec pas tes équipes à toi, mais en tout cas au global dans ton entreprise. Et justement, que tu aies une équipe féminine, ça donne aussi une toute autre vision. Merci de tous tes partages. Merci également d'avoir été un peu, intime dans ton partage de vie personnelle, avec, ton organisation, personnelle dans les vacances, ton fils. C'est aussi quelque chose que je trouve, intéressant à partager parce que c'est aussi un gros frein, qu'on voit. Cette idée de perso, enfin l'équilibre perso-pro et donc c'est important que vous puissiez le partager. Merci d'avoir accepté d'être la rôle modèle, à travers ce podcast. Merci à toi de m'avoir fait confiance et j'ai beaucoup apprécié notre échange et ça va, je pense, m'apporter aussi encore un truc en plus, dans mon parcours, dans ma prise de conscience donc je te remercie énormément pour ça.
Merci à toi, à très bientôt. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheRaw. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.